Avant qu'on entre dans la transformation que vous avez engagée à la MAIF, une question simple. Est-ce que le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est d'oser? Ah oui, question simple, oui. Est-ce que le rôle du dirigeant, c'est d'oser? C'est rigolo parce que le précédent plan stratégique de la MAIF, pas l'actuel, mais le précédent qui s'arrêtait en 2018, s'appelait l'audace de la confiance. Donc vous voyez, il y avait déjà de l'audace dans nos orientations stratégiques. Et oui, je crois que le rôle du dirigeant, c'est d'oser, et notamment justement d'oser faire confiance. À la fois d'ailleurs, sans doute d'oser se faire confiance. Ce qui n'est pas aussi trivial que ça, c'est pas aussi évident que ça. Ça veut dire quoi, oser se faire confiance quand on est dirigeant? C'est peut-être oser dégager une vision d'avenir, y compris de très long terme, pour l'entreprise, décliner cette vision en stratégie, et ne pas avoir peur, oser aller jusqu'au bout dans le déroulement de cette stratégie. Et puis, oser faire confiance, c'est évidemment oser faire confiance à ses collaborateurs, à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et d'une certaine manière, accepter qu'eux aussi portent une part de cette vision, et en tout cas leur donner un cadre beaucoup plus large que d'habitude dans l'entreprise. Alors, la transformation que vous avez engagée, j'allais dire presque évidemment, elle place au cœur, tout le monde le dit, mais vous l'avez sans doute fait, vous allez nous le dire, place au cœur le client et le collaborateur. Alors, au-delà du mantra qui figure sur le site corporate, qu'est-ce que ça veut dire si on commence par les clients, par exemple, de la MAIF? En quoi tout ça a changé la relation avec vos clients, qui, là encore, sont des sociétaires? Ouais, ce sont des sociétaires. Traditionnellement, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous a une expérience, et y compris certains une expérience négative avec son assureur. Les assureurs ont quand même pas hyper bonne réputation dans la relation client. Et un assureur qui serait, imaginons que ça existe, qui serait peu scrupuleux, qu'est-ce qu'il chercherait à faire? Il chercherait à vendre des contrats même inutiles. Et j'allais presque dire d'ailleurs surtout inutile, parce que ça c'est l'idéal en assurance. Vendre un contrat inutile, ça veut dire qu'il n'y a pas de sinistre derrière, et donc chiffre d'affaires égale marge, c'est quand même de la magie pure. Et puis un assureur peu scrupuleux peut chercher aussi à être éventuellement un peu réticent sur l'indemnisation, à y regarder à deux fois. Si on fait exactement le contraire, si au lieu de faire de la vente forcée, vous essayez de délivrer un conseil qui soit un conseil réel, de qualité, sincère, et pour ça, il faut mettre évidemment les choses en place, à la fois dans la culture d'entreprise, mais aussi dans un certain nombre de processus. Juste une illustration, à la MAIF, aucun conseiller n'est intéressé aux ventes qu'il réalise. C'est, je crois, un cas unique dans l'assurance ou dans la banque. C'est-à-dire que s'il vend des contrats, il ne gagne pas plus d'argent à la fin du mois que s'il n'en vend pas. Si dans la relation de gestion de sinistre, quand l'assuré a un sinistre, au lieu d'être dans une certaine réticence à indemniser, une certaine suspicion à l'égard des pièces justificatives, etc., vous êtes au contraire dans une posture où vous essayez de rendre le plus grand service. Ou déjà, d'ailleurs, vous allez prendre plus de temps que vos concurrents dans le règlement du sinistre, pour accompagner la personne au moment où elle a un sinistre. Elle en a besoin quand même. Elle peut être un peu... avoir besoin d'être rassurée, d'être accompagnée, de savoir comment ça va se passer, etc. Tout ça, vous allez me dire, mais comment on peut continuer à gagner de l'argent en faisant ça? Vous renoncez à une partie de chiffre d'affaires parce que vous ne faites pas de vente forcée. Vous indemnisez mieux les assurés qui ont des sinistres. Et en plus, vous y consacrez plus de temps. Moi, je me souviens quand j'ai pris mes fonctions il y a 10 ans, on avait fait faire un benchmark pour voir un petit peu comment se situait, quelle était la structure de coût par rapport aux concurrents. Et il était apparu notamment qu'on consacrait quasiment 2 fois plus de temps à la gestion d'un dossier sinistre. C'est-à-dire que sur une année, un gestionnaire faisait 2 fois moins de dossiers que celui concurrent. J'avais fait des bons en disant, mais enfin voilà, ça ne peut pas continuer, il faut impérativement qu'on fasse... J'avais rien compris. Si vous faites tout ça, effectivement, ça coûte extrêmement cher. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe derrière qu'il y a une satisfaction, et vous le savez bien, une satisfaction du client qui est incomparable. 15 prix de la relation client
pas plus de 15 parce qu'en fait le prix de la relation client n'a que 15 ans. On est au top sur toutes les enquêtes de satisfaction. Et cette satisfaction, ça se traduit comment? Ça se traduit par de la fidélité. Et évidemment, c'est le secret dans une industrie qui est une industrie sur abonnement en réalité. Et la base, c'est quand même d'être capable de fidéliser ses clients. Et du coup, j'y pense aussi à propos de ces entreprises qui vendent de l'abonnement. Vous êtes même d'un point de vue de la politique commerciale assez en rupture et un peu audacieux, limite un peu provoque, parce que en général, on a plutôt tendance dans les entreprises à essayer de fixer le prix le plus haut possible. Ben vous, c'est l'inverse. Alors expliquez-nous ça, c'est un peu paradoxal quand même. Il y a deux choses en réalité. D'abord, effectivement, dans une industrie sur abonnement, on a tous, là aussi, on a tous des expériences de téléphonie mobile, de chaînes cryptées. Et comment ça fonctionne en général? Et les assureurs, c'est à peu près pareil. Comment ça fonctionne? On essaye d'attirer de nouveaux clients en faisant des rabais extraordinaires. Et pour se récupérer, on matraque le portefeuille et les clients fidèles en se disant que il y a quand même une élasticité prix qui est largement inférieure, et donc les clients qui sont en portefeuille, ils vont pas s'en aller parce que on leur fait payer plus cher. Grosso modo, c'est quand même ça le mode de fonctionnement, jusqu'à ce qu'on arrive à des aberrations. D'ailleurs, qui n'a pas résilié un forfait téléphonique pour aller le resouscrire dès le lendemain chez le même fournisseur et bénéficier de prix plus intéressants? Vous êtes comme ça, vous? Nous, non, justement, on n'est pas comme ça. Nous, précisément, on n'est pas comme ça. Le tarif du stock est exactement le même que le tarif du flux. Si vous venez vous assurer à la Maïf, vous paierez exactement, toutes conditions, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, vous paierez exactement la même chose qu'un sociétaire qui est déjà en portefeuille. Et on ne fera même pas de geste commercial. Il n'y aura même pas un mois gratuit, 2 mois gratuits, il n'y aura pas de choses comme ça. Ça permet quoi? Ça permet effectivement de ne pas pénaliser la fidélité, tout simplement. De ne pas faire payer plus cher aux gens qui sont fidèles à la marque, ce qui est quand même incroyablement paradoxal. Et si on a un business model qui repose sur la fidélisation, je crois que c'est la moindre des choses. Et puis après, il y a la fixation annuelle du tarif. Fixation d'un tarif dans une entreprise, dans n'importe quelle entreprise, quel que soit le secteur, ça se pratique en réalité toujours de la même manière. C'est une loi d'optimisation où vous essayez d'augmenter le plus possible le tarif pour augmenter tout simplement les recettes, jusqu'à un certain seuil où l'élasticité prix fait que si jamais vous le dépassez, vous sortez du marché et vous risquez d'avoir moins de clients. C'est juste cette loi d'optimisation. Dit comme ça a l'air super simple. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué en pratique, mais c'est comme ça quand même le fondement, ce qui fait qu'on fixe le tarif le plus élevé possible. Nous, on est dans une démarche exactement inverse. À la Maïf, on est une mutuelle, on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas de dividende à verser. Ça veut dire que le résultat annuel, il reste dans la mutuelle et il sert à renforcer les fonds propres, à renforcer la solvabilité, donc la pérennité de l'entreprise, les investissements, l'innovation à venir, ça reste en tout cas dans la mutuelle. Et donc, en amont de la fixation des tarifs annuels, on se fixe un objectif de résultat. Typiquement, il nous faut, compte tenu de notre taille, en général, on estime que 150 millions d'euros de résultats par an, c'est à peu près un étiage qui nous va bien, qui nous permet d'améliorer très légèrement la solvabilité de l'entreprise, et c'est parfait. Pour atteindre ces 150 millions d'euros de résultats, on modélise les coûts à venir l'an prochain, et puis on regarde ce qu'il faut en face comme chiffre d'affaires pour couvrir les frais et dégager cette marge. Et on fixe les tarifs le plus bas possible pour simplement atteindre ce niveau de résultat, et non pas pour maximiser le résultat, et non pas pour avoir le résultat le plus élevé possible. Qu'est-ce que ça produit? Si vous regardez les évolutions tarifaires du marché sur 10 ans, que ce soit assurance automobile, assurance habitation, etc., on est sur 10 ans plus de 50% en dessous des évolutions tarifaires du marché. Ça veut dire qu'on progresse, les tarifs de la Maïf progressent beaucoup moins vite que ceux du marché. Ce qui ne nous a pas empêché en 10 ans de multiplier les résultats. On a dû faire quelque chose comme 1000% de croissance du résultat. Moi, quand j'ai pris la boîte, on faisait 8 millions d'euros, même pas, de résultats. Aujourd'hui, on est à 150. Effectivement, c'est tout à fait impressionnant. Ce qui est impressionnant, parce que ça fait déjà plusieurs années que nous entretenons cette conversation autour de la transformation de la Maïf, il y a le volet client, le volet sociétaire que vous venez d'aborder, mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce qui se vit de l'intérieur. Donc Thierry est peut-être encore là. Symétrie des attentions quand tu nous tiens.
en quoi cette transformation concerne les collaborateurs, ou peut-être en quoi elle a mis les collaborateurs en tant que moteurs principaux et premiers de ce changement dans la mutuelle. Ah bah c'est complètement essentiel et c'est effectivement pardon, le moteur premier dans la transformation et la création d'une dynamique dans l'entreprise. On a effectivement fait là pour le coup vraiment une révolution ces dernières années à la Maïf sur à la fois la culture d'entreprise, les comportements, le style managérial. Et on est passé d'un management qui était hyper classique, hein, et moi le premier d'ailleurs, je manageais et je dirigeais l'entreprise de manière hyper classique. On est passé à un management, alors qu'on appelle chez nous, peu importe le terme, le management par la confiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'essayer d'entraîner ces équipes, de créer cette dynamique avec les outils traditionnels, et en particulier avec le management par l'autorité. Hein, c'est quoi le management par l'autorité ? C'est je te donne un ordre, je vérifie que cet ordre a bien été exécuté, et éventuellement je sanctionne la non-exécution. Grosso modo, c'est ça. Il y a une forme un tout petit peu plus raffinée qui est je te donne un ordre, je vérifie que ça a bien été exécuté. Si c'est le cas, je te file un bonus. Hein. C'est un peu plus raffiné, c'est un peu plus positif. Ça reste quand même hyper transactionnel et relativement appauvrissant dans la relation. Si maintenant vous vous dites, au fond, diriger des gens, obtenir d'eux qu'ils s'engagent pour l'entreprise, ça passe peut-être par des canaux un tout petit peu plus subtils. Et que les gens ne sont pas simplement là pour vendre leur force de travail contre un salaire. Peut-être qu'ils aspirent à d'autres choses aussi. Si déjà vous leur donnez un peu de sens. Je parlais tout à l'heure du fait pour un dirigeant d'avoir la responsabilité de dégager une vision. Une vision de long terme, et une vision à la fois de l'avenir de l'entreprise, mais aussi de la place de l'entreprise dans la société et de son rôle. Si de cette vision, vous êtes capable d'en définir une stratégie totalement en cohérence, et si de la stratégie, vous êtes capable de descendre jusqu'au niveau opérationnel, et donc de donner à chacun le sens de la compréhension de sa contribution au fait de parvenir à mettre en œuvre cette vision, déjà, ça change radicalement la manière dont les collègues vont venir travailler le matin. Si en plus du sens, vous donnez de la confiance, c'est-à-dire que vous montrez aux gens que, ouais, on leur fait confiance a priori. Et donc, on élargit très largement leur délégation, au fond, et on va leur donner le plus de marge de manœuvre possible. Déjà, si j'ai du sens, que je sais pourquoi je viens bosser, à quoi je contribue, qu'est-ce que je contribue à construire, qu'en plus, waouh, truc incroyable, on me fait confiance. Et je ne suis pas là simplement pour appliquer des process, pour dérouler des processus qui ont été écrits par d'autres, mais je suis là pour régler des problèmes, pour trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, avec moi-même, j'allais dire, pour réfléchir à comment on règle un problème. Si vous rajoutez à ça une couche de relations qui repose plutôt que sur la compétition, la concurrence et une certaine dureté, une certaine âpreté, par une forme de bienveillance, une forme d'attention portée à l'autre, et une attention qui soit sincère, je peux vous dire qu'en quelques années, et ça va très très vite, vous changez radicalement la physionomie et la culture de l'entreprise. Et vous la changez évidemment au bénéfice des gens, évidemment avec un niveau d'épanouissement dans son boulot beaucoup plus important, mais vous la changez aussi au bénéfice de l'entreprise, avec un niveau d'engagement, avec une dynamique absolument incroyable, avec en effet une symétrie des attentions qui fait que les salariés deviennent les meilleurs ambassadeurs de la marque. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse avoir une relation client qui soit durablement très différente de ce qui se passe à l'intérieur en réalité. Ça n'en est jamais que le reflet. Si à l'intérieur c'est dur, si à l'intérieur c'est compétitif, si à l'intérieur c'est un réseau de tensions, ces tensions elles se ressentent dans la relation client. On a tous aussi vécu ça, des téléconseillers qui sont blasés, qui vous répondent mal, parce qu'ils vivent ça en interne. Si vous transformez la culture interne, alors là vous pouvez commencer à avoir une relation client de qualité. Alors tiens, pour l'exemple, on comprend bien la philosophie générale, la vision.
mais le téléconseiller sur un centre d'appel en France, ça c'est aussi partie de l'engagement de Maïf, le téléconseiller ou la téléconseillère, ça change quoi ce management par la confiance? Sur mon planning, sur la pression, sur la productivité à prendre des appels, etc. Qu'est-ce que ça change? J'ai envie de vous répondre par 2-3 anecdotes. La première, c'est un jour un téléconseiller, justement. Non, j'ai un gestionnaire de sinistre chez moi qui un jour m'interpelle et qui me dit en fait, jusqu'à présent, on me demandait de mettre en œuvre des processus. Aujourd'hui, on me demande de trouver des solutions à des problèmes. Et ça, dans la relation client, ça change tout. Vous avez un sinistre, vous êtes face à un gestionnaire ou au téléphone avec un gestionnaire auquel on a donné ces marges de manœuvre. Ça veut dire qu'il va être en mesure, parce qu'il est autorisé à le faire, il est même incité à le faire, il va être en mesure de sortir de l'application stricte du contrat et d'aller trouver des solutions beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus intelligentes. Quand on a un couple de retraités qui habitent sur les bords de Marne et dont la maison est inondée un jour de crue de la Marne, quand il y a une inondation, c'est compliqué. Il faut que, évidemment, l'eau redescende, il faut que la maison sèche, etc. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mois d'indisponibilité de la maison. Le contrat prévoit, évidemment, dans ce cas-là, un relogement de ces personnes. Sauf qu'elles n'ont absolument pas envie d'aller vivre plusieurs mois à l'hôtel. C'est quand même pas hyper agréable. Le gestionnaire discute avec eux, se rend compte qu'ils ont une maison en Corse et leur dit « Mais attendez, il n'y a aucun problème. Moi, je vous paye un billet d'avion pour la Corse. Je vous paye autant de billets d'avion que vous voulez pour faire des allers-retours, voir vos enfants, vos petits-enfants à Paris, et ça pose aucun problème. Et les quelques mois en question, vous les passez en Corse. » Si on demande au gestionnaire simplement de dérouler un processus, clairement, jamais il pourra trouver une solution comme ça. Donc ça permet aussi l'innovation. Et puis, la meilleure réponse à votre question sur qu'est-ce que ça change pour le quotidien d'un téléconseiller, je vais vous dire, moi je l'ai eu la semaine dernière, et c'est un journaliste de l'UMA qui me l'a donné. On parle de l'UMA quand même. Écoute, alors. On parle de l'UMA. Pourquoi pas? Le gars m'interview, on était au téléphone, j'étais dans un taxi, très bien. L'interview se passe super bien, et puis à la fin, il me dit, c'était plutôt sympa, il me dit d'ailleurs, moi je suis sociétaire Maïf, je connais un peu l'entreprise. Et puis récemment, j'ai fait une enquête pour l'Humanité sur les call centers en France, sur les plateaux téléphoniques. Et je dois vous dire, les plateaux téléphoniques, y compris dans l'assurance, c'est quand même pas terrible. Il y a une souffrance au travail, c'est un boulot qui est vraiment qui est difficile, etc. Mais je suis allé enquêter chez vous, je n'ai entendu aucune plainte. C'est l'UMA qui le dit, c'est pas moi. Alors, récemment, je vous ai vu retweeter, pour être honnête, à propos d'une nouvelle grille de lecture un peu stratégique pour les entreprises, en réinventant un peu les fameux 4P de Kotler. Et alors chez vous, le Product Price Place Promotion, ça avait l'air de se transformer en Purpose, People, Planet et quand même un peu Profit. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle philosophie? On dirait que vous avez décidé de réinventer ou de réenchanter le capitalisme libéral. C'est une belle ambition en tout cas. Réenchanter le capitalisme libéral, ça me parle bien. Moi, j'aime bien vos 4P. On a mis en place à la Maïf, ça fait déjà pas mal d'années en fait, on a mis en place des outils de pilotage complètement revus, ce qu'on appelle le quadriptyque. Ça veut dire quoi, quadriptyque? Ça veut dire qu'il y a 4 familles d'indicateurs pour piloter l'entreprise. Et quand je dis pour piloter l'entreprise, c'est vraiment à la fois pour juger de la pertinence d'un nouvel investissement, d'un nouveau projet, pour suivre l'activité récurrente, pour servir de KPI dans l'accord d'intéressement ou dans le bonus de mes collègues de la direction générale, ou dans le mien d'ailleurs, etc. Donc c'est vraiment un outil de pilotage quotidien de l'entreprise. C'est quoi ces 4 familles d'indicateurs? Premièrement, épanouissement des collaborateurs. Et ça se mesure assez facilement, à la fois par des enquêtes, par du déclaratif d'ailleurs, c'est eux qui le disent, ça ne se décrète pas, par des choses très objectives. En quelques années, on a eu un effondrement de l'absentéisme, par exemple. Il y a des KPI qui sont complètement possibles. Deuxième famille d'indicateurs, la satisfaction du client.
Et là, vous savez tous mieux que moi qu'on peut la mesurer assez facilement, des enquêtes internes, des enquêtes externes, quanti, quali, tout ce que l'on veut, et avec des niveaux d'ambition très élevés pour ce qui nous concerne. Hein. À minima, je ne sais pas, sur un indicateur comme le NPS, clairement, on doit être au moins 10 points au-dessus, même pas de la moyenne du marché, mais de nos challengers. Hein, pour garder vraiment un temps d'avance. Troisième famille d'indicateurs, planète. Quel est l'impact que l'on a sur la société, sur l'environnement, sur la planète et l'impact, non pas parce qu'à côté de la boîte, on a une fondation, on a des partenariats avec une ONG, on donne de l'argent à je ne sais quel programme, mais parce que dans notre activité, on intègre des éléments de cette nature. Juste un exemple, une illustration, un assureur, c'est aussi un gestionnaire d'actifs financiers. Hein. On fait par exemple de l'assurance vie, on draine pas mal d'épargne de nos sociétaires, et donc on a des actifs financiers relativement significatifs qu'il faut gérer. Clairement, le levier des placements financiers est un levier gigantesque pour faire changer les choses en réalité, hein, pour changer le monde. Ce levier, bien sûr, on s'en sert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 100% de nos placements sont faits dans une démarche ISR. Ça veut dire bêtement, quand Bayer rachète Monsanto, nous on revend les actions Bayer parce qu'on n'a pas envie d'être les actionnaires du glyphosate. Ça veut dire récemment, on crée un fonds qu'on appelle Maïf Transition. Hein, on est bien dans cette logique de transition destiné. Et quand même, on prévoit d'y mettre 400 millions d'euros, c'est pas complètement négligeable, destiné à financer la transition énergétique et la transition agricole en France. Planète. Et puis, quatrième famille, malgré tout, l'entreprise hein, et sa performance, avec l'idée que précisément les 3 premiers items, en réalité, servent la performance de l'entreprise. Et quand on négocie un accord d'intéressement, on n'est pas principalement sur des indicateurs de performance de l'entreprise, des indicateurs de développement, des indicateurs de résultats ou que sais-je. Ça, c'est très minoritaire. On est très majoritairement sur les trois autres familles. Et ça change juste tout dans la manière de piloter l'entreprise. Évidemment, ça repose sur un pari qui est un pari fort, mais qui est un pari gagnant, qui est que l'engagement pour les collaborateurs, l'engagement pour les clients, l'engagement pour la planète, in fine, servent la performance. Alors, est-ce que c'est ça, cette fameuse entreprise à mission dont vous êtes les pionniers? Parce que je rappelle, vous êtes les premiers à avoir décroché ou avoir inscrit ça dans vos statuts. C'est quoi alors une entreprise à mission? C'est une ONG, c'est une assoce, c'est des lames patronesses, c'est quoi? Il ne faut pas s'y tromper. Hein. C'est pas parce qu'on est une mutuelle qu'on n'est pas soumis à la concurrence. C'est pas une espèce de facilité parce qu'on serait en dehors du monde et qu'en face de nous, il n'y aurait pas des concurrents redoutables. Hein. Et je peux vous dire que les banquiers en ce moment, ils perdent énormément d'argent sur leur métier de base. Ils essayent de se refaire sur l'assurance. Donc, on le sait, l'assurance est un domaine hyper concurrentiel. Hein. Donc, il faut être hyper compétitif, il faut être hyper bon sur son métier. Donc, c'est sûrement pas les bonnes œuvres et les dames patronesses. Hein. En revanche, être société à mission, c'est 2 choses. C'est à la fois prendre un engagement public, au fond, hein, et dire, voilà, je m'engage publiquement. Et d'ailleurs, je l'inscris dans les statuts. Donc, ce n'est pas un engagement de court terme, c'est quand même quelque chose qui est pérenne, qui est durable. Je m'engage à faire ceci, à faire cela. Voilà d'ailleurs ma raison d'être. Et puis, voyez là les objectifs que je fixe dans mes statuts, que je rends publics. Je me soumets au regard extérieur d'un organisme tiers indépendant qui va venir juger de la réalisation de ces objectifs. Je mets en place en interne une gouvernance dédiée à cette société à mission, avec un comité de mission chargé, lui aussi, de suivre tout cela. Et si on ne remplit pas, on ne tient pas les engagements que l'on a pris, on perd le statut de société à mission. Donc il y a un vrai engagement. D'une certaine manière, d'ailleurs, on brûle nos vaisseaux. Une fois que vous vous êtes engagé publiquement à être et à conduire votre business de cette manière-là, la marche arrière, moi je ne sais pas bien où elle est. Hein. Je ne sais pas bien comment faire. C'est quand même difficilement réversible. Et puis devenir société à mission,
Et il était important pour nous d'être la première grande entreprise en France à afficher cette volonté d'être entreprise à mission. C'est effectivement communiquer sur une pratique, communiquer sur une manière de faire en interne. Et évidemment, c'est important de le faire savoir, y compris d'ailleurs, pourquoi pas, pour en entraîner d'autres. Alors, vous avez parlé d'affichage, finalement, et de brûler ces vaisseaux. Vous y avez pensé, vous l'avez réfléchi. Maintenant, vous l'avez annoncé publiquement, donc c'est difficile de ne pas tenir la promesse. Ah, du coup, je suis là. Alors, est-ce que du coup, ouais, voilà, du coup, puis en plus, voilà, petit moment pub de nouveau. Vous en avez même fait un bouquin. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Donc, vous vous êtes mis en avant de la scène. Est-ce que ça change quelque chose dans la communication du groupe, dans la pub, dans la manière de raconter ce que fait Maïf? Parce que dans l'assurance, dans la voiture, à la radio, sans arrêt, je suis bombardé de pubs assurance, et c'est venez chez moi, c'est moins cher, venez chez moi, il n'y a pas de malus, venez chez moi, j'accueille volontiers les chauffeurs, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la com que vous faites de la Maïf, tout ça? Oui, vous connaissez vraisemblablement assez bien nos petits spots publicitaires. C'est plutôt venez chez moi parce que si on doit réparer votre voiture, on essaiera plutôt d'utiliser une pièce d'occasion qu'une pièce neuve. Et puis si c'est... on essaiera d'abord plutôt de réparer que de remplacer d'ailleurs. Et si on doit remplacer, plutôt une pièce d'occasion qu'une pièce neuve. Venez placer votre épargne chez moi parce que si vous la placez chez nous, voilà l'usage que l'on va en faire. Et voilà comment on va faire en sorte effectivement de financer avec votre épargne, tout en maintenant évidemment un niveau de rémunération satisfaisant. Voilà comment on va financer des actions sociales, des actions environnementales ou que sais-je. Voilà en tout cas quelle solidarité il va y avoir avec votre épargne, etc. Donc on est plutôt sur des messages pas directement produits, pas directement tarifs, mais des messages un petit peu plus hauts qui nourrissent la marque et qui surtout font sens sur notre action sociétale. La société de consommation. Quand on connaît les conséquences de la surconsommation sur l'environnement, on ne peut pas rester sans rien faire. À la Maïf, quand un appareil est endommagé, on voit si on peut le réparer avant de le remplacer. Et pour la voiture, on propose, quand c'est possible, de remplacer une pièce abîmée par une recyclée. Réparation garantie à vie. Lutter contre le gaspillage, c'est ça être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. En fait, ce que vous vouliez démontrer, c'est que la pub, c'est plus efficace que les discours, c'est ça ? Moi, j'aimerais aussi vous entendre sur un sujet qui est au cœur de la vie des boîtes, et je pense que chacun d'entre nous ici le vivons pas toujours très très bien d'ailleurs. Vous en parlez pas mal dans votre bouquin, c'est la tension, et ça c'est une certaine forme d'audace d'avoir un dirigeant, je trouve, qui aborde ce sujet. C'est la tension ou la contradiction entre temps court et temps long. Là, je vais me permettre de citer ce que vous racontez dans un chapitre qui s'intitule d'ailleurs « L'obsession du long terme ». Vous dites « Nos sociétés semblent s'être enfermées à jamais dans la dictature du court terme. Le monde de l'entreprise, de plus en plus soumis aux diktats de ses actionnaires, semble ne plus savoir raisonner au-delà de l'année quand ce n'est pas du trimestre. » Alors ça, c'est un peu aller contre les codes où on court tout le temps, après tout, on est dans l'urgence permanente, et vous vous dites « calm down ». Il y a le court terme, mais il faut quand même avoir une vision et porter ça sur le long terme. C'est pour moi complètement essentiel. Complètement essentiel à la fois dans la dimension, effectivement, il faut avoir une vision. Autrement, si on n'a pas un cap, on n'avance pas efficacement. Enfin, ceux qui ont fait de la voile le savent bien. Bien sûr, il faut de temps en temps savoir aller chercher les vents, savoir aller chercher les courants, mais en tout cas, ça se fait avec un azimut, ça se fait avec un cap qui est déterminé. Et un azimut, c'est d'autant plus efficace qu'il est extrêmement lointain, parce qu'au moins il est beaucoup moins changeant. Donc sur l'aspect vision, c'est complètement essentiel. Et puis pour moi, le long terme, c'est exactement le point de réconciliation de l'engagement et de la performance. C'est le point d'alignement des intérêts entre les parties prenantes de l'entreprise ou entre l'environnement de l'entreprise et l'entreprise elle-même.
On ne peut pas, à court terme, aligner les intérêts de l'entreprise sur ceux de ses parties prenantes. Ce n'est pas vrai. À court terme, j'ai intérêt à à essayer d'obtenir des gains de productivité à tout prix sur mes collaborateurs, à éventuellement à les payer moins bien, à les reconnaître en tout cas moins bien. J'ai intérêt à exercer une forme de pression dans mon mode de management, à obtenir d'eux, sur le court terme, effectivement, qu'ils fassent plus, et éventuellement qu'ils fassent plus pour moi. À court terme, j'ai intérêt, parce que de toute façon, ils sont là en portefeuille, à maltraiter mes clients. À mal rembourser des sinistres, à faire payer plus cher les clients en portefeuille que les nouveaux clients, etc. Et à court terme, je n'ai aucun intérêt à bien traiter la planète, à me préoccuper de l'impact environnemental de ma boîte ou de son impact social. Ça n'est qu'à long terme qu'on peut réconcilier et qu'on peut aligner les intérêts de l'entreprise sur les intérêts de ses parties prenantes. Parce qu'effectivement, à long terme, vous pouvez créer une culture d'entreprise et une dynamique à l'intérieur de l'entreprise infiniment plus puissante et plus forte qu'avec un management traditionnel. Parce que c'est à long terme que vous allez obtenir la fidélité de vos clients qui auront des expériences répétées et positives de relations avec vous. C'est à long terme que vous allez effectivement nourrir la marque et en faire un atout différenciant, et un atout différenciant qui peut être pour nous demain vital. Parce que je disais tout à l'heure que le secteur de l'assurance est hyper concurrentiel avec des banquiers qui sont morts de faim et qui effectivement poussent très, très, très fortement. Mais ça n'est rien à côté de ce qui va se passer demain. Quand Amazon, quand Google, quand Alibaba vont débarquer sur notre marché, et ils le feront, ça va être évidemment beaucoup plus complexe et on aura bien besoin d'avoir des éléments de différenciation positifs comme cela. Avant peut-être de passer à quelques questions de la salle, je voudrais moi vous entendre sur un dernier sujet. On a eu Valérie Hernando-Presse ce matin qui nous a expliqué comment Danone veut réconcilier projet économique et projet social. On a Maïf et ce statut ou cette vision ou ce projet d'entreprise à mission. Moi, j'aurais tendance à dire tout ça, c'est bien joli, mais on est dans un monde féroce. On est tous les jours coincés dans l'étau entre les États-Unis et la Chine, entre les GAFA et les Alibaba. Quel est le chemin, finalement, pour que ça ne soit pas simplement un vœu pieux et une belle histoire qu'on se sera racontée ? Je crois que le sujet, c'est bien celui, effectivement, de l'alignement des intérêts. À partir du moment où vous démontrez à la fois à court terme et à long terme que l'engagement, la recherche d'un impact positif est une source de performance pour l'entreprise, est une source de pérennité si on bâtit sa stratégie autour de ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que c'est duplicable. Et c'est duplicable, j'en suis convaincu, quel que soit le secteur, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Il se fait qu'on ait une mutuelle, mais ça marche aussi bien. Ça rend un peu le sujet plus facile, sans doute, non ? Le fait d'être une mutuelle, la culture, moins de pression sur le profit. Ça le rend plus facile en termes de conviction interne, en termes de conviction de sa gouvernance, etc. Ça ne le rend pas plus facile en termes de mise en œuvre et de réalisation, parce que les mécanismes sont exactement les mêmes. Et si les dirigeants prennent juste un instant le temps de se dire, d'abord à long terme, qu'est-ce que ça donne ? Et prennent le temps de considérer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On voit une attente sociale qui est en train de monter, qui est extrêmement puissante, et qui monte en plus très très vite. 2019, de ce point de vue-là, est une année pour moi de rupture, de bascule. Il y a une pression de plus en plus forte, que ce soit la pression des salariés, la pression des futurs salariés, des jeunes diplômés par exemple, qui ne veulent plus venir bosser dans des boîtes qui n'ont pas des engagements suffisamment forts. Une pression des clients. Aujourd'hui, c'est Yuka sur le bio. Demain, ce sera la recherche d'une évaluation de l'impact de l'entreprise auprès de laquelle on consomme. Il y a une pression des épargnants. Même BlackRock commence à dire, alors bon, d'accord, mais enfin, il le dit, même BlackRock commence à dire, moi, j'investis dans des boîtes qui ont effectivement des engagements un peu précis. Ça va devenir de plus en plus difficile pour les entreprises qui se comportent mal, entre guillemets, d'obtenir des financements. Quand on est dirigeant d'entreprise aujourd'hui, ne pas entendre ça, ne pas entendre le bruit du monde là, ne pas entendre ces évolutions-là,
je pense que c'est très aventureux en réalité. Donc, quelle que soit l'entreprise, c'est totalement duplicable. Et je crois que ça n'est pas seulement duplicable, mais qu'il y a urgence à généraliser ce modèle. Et en effet, si on généralise ce modèle, je pense qu'on peut réinventer un capitalisme européen capable de résister, capable de proposer en tout cas une alternative au capitalisme américain et au capitalisme chinois, et capable peut-être de mieux surfer la prochaine vague, qui est cette vague-là, mieux la surfer qu'on ne l'a fait avec la vague du digital, où, pardon, mais on est quand même en train de perdre la guerre. Voilà, on a un on a... petit peu dépassé d'un quart d'heure. Non, il n'y a pas de souci, c'est un enchaînement de choses. On s'autorise 2-3 petites questions maximum en salle. Voilà, il y en a une au fond là-bas. Bonjour, Cindy Bétan, je suis DIRCOM de Cision. Déjà, je voulais vous dire que votre discours résonne vrai. Je me suis fait cambrioler il y a un an et la première question qu'on m'a posée, c'est « Comment allez-vous ?» Et franchement, ça fait du bien. J'étais un peu en panique et ça m'a fait du bien. Non, je voulais vous poser la question de votre changement de logo, notamment de couleur. Vous êtes passé du vert au rouge, il me semble que vous étiez vert. Est-ce que ça veut dire que le côté militant a pris le dessus sur le côté assureur? C'était quoi l'idée derrière ce changement de couleur? C'est le syndrome de l'humanité, ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est mes amitiés avec les journalistes de l'UMA. Ouais. Non, alors historiquement déjà, le logo initialement était rouge et puis il a évolué. Ensuite, il est devenu en effet rouge sur fond vert. Mais il y avait bien les deux couleurs et on a décidé de revenir à un logo un peu plus épuré au fond, qui montre un peu plus, oui sans doute, la netteté de notre engagement, de notre combat. Et donc il fallait pour ça qu'il soit monochrome, qu'il soit plus simple. Après, entre le rouge et le vert, le rouge était aussi une espèce de fidélité en réalité aux racines, puisque je vous dis le logo en réalité a toujours été rouge et parfois agrémenté de vert, mais ça n'était qu'un accident de l'histoire, si je puis dire. Voilà. Donc c'est plutôt back to the roots. Autre question? Oui. Je suis aussi assuré filière Maïf. Génial. Et excellente assurance. Merci. Que je conseille à tout le monde. En revanche, comment expliquez-vous votre prise de position sur la publicité autour des émissions d'Éric Zemmour, par exemple? Est-ce que vous considérez... Quel est le contour pour vous? Quel est le contour pour vous de la prise du positionnement d'un assureur et d'une entreprise au sens large par rapport aux prises de position de certaines personnes? Ouais, alors... Sujet compliqué, sujet compliqué. Juste pour ceux qui ont peut-être un peu moins suivi, juste que se passe-t-il? On a un budget publicitaire comme tout le monde réparti sur différents médias, dont un petit budget, quelques dizaines de milliers d'euros, mais enfin bon, peu importe, chez CNews. Et puis, vous connaissez l'histoire, CNews recrute Zemmour, il y a une vraie polémique autour de ce choix. Et la marque Maïf est très violemment interpellée sur les réseaux sociaux, mais vraiment très violemment. Enfin, on a reçu des trucs... Wow, ça fait même un peu peur, mais bon. Très violemment interpellé sur le thème, mais c'est dégueulasse, la Maïf, l'assureur militant qui finance Zemmour, c'est quoi cette collusion, etc. Et donc se pose nécessairement, même si on n'avait pas eu l'intention de se poser la question, de toute façon, la question se pose à nous de manière extrêmement violente. Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? C'est pas complètement trivial. Évidemment, on n'a pas vocation... on n'a évidemment pas vocation à, comment dirais-je, exercer une pression quelconque pour qu'il y ait une forme de censure ou que sais-je. C'est pas notre sujet. Moi, j'ai pas à juger en tant que dirigeant d'entreprise si Zemmour c'est audible ou totalement inaudible, si il est pourri, s'il doit se taire ou si c'est pas mon rôle, clairement. En revanche, ma responsabilité, c'est de ne pas engager ma marque, c'est de ne pas engager l'image de l'entreprise
si jamais elle peut être bousculée, elle peut être abîmée. Et donc ma responsabilité, c'est effectivement de dire ok, CNews, vous prenez vos responsabilités, vous recrutez Zemmour, moi ça ne me regarde pas. En revanche, ce n'était pas dans notre deal initial. Quand nous, on a acheté de l'espace sur CNews, ça n'était pas les conditions du deal. Le deal a changé, on retire nos billes. C'est pas plus que ça, mais je suis d'accord avec vous pour considérer que c'est un sujet assez touchy et où le franchissement de la ligne jaune peut être assez rapide. Je pense honnêtement qu'il n'y avait pas véritablement d'alternative crédible à la position qu'on a prise. Une dernière rapide. Moi, je ne suis pas client de Maïf et je n'ai pas vraiment de questions. Pas encore, il n'est pas trop tard. Ouais. Mais je suis un fan. J'adore la marque. Merci. Et donc je voulais, parce que ce matin, Mercedes nous parlait de Ever Young et qu'on réussissait à mettre de la jeunesse dans la bouteille d'eau. Mais alors, l'assureur militant, le concept publicitaire, le dessin au trait, le ton, la façon dont vous vous exprimez depuis... Il n'y a pas de question. C'est la façon, la stabilité avec laquelle vous gérez cette marque depuis tant d'années est exceptionnelle. Voilà. Et c'est pour ça que je suis fan. La question, du coup, on raccroche avec quand même la thématique et la des thèmes, qui est quand même une association de marketeurs. Est-ce que c'est ça un marketing qui ose? Voilà. Conseil, pensée, un marketeur qui ose, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Un marketeur qui ose, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est deux choses, oser pour un marketeur. C'est d'abord oser la singularité. C'est d'abord, et c'est pas évident du tout, qu'on soit marketeur, je peux moins facilement en témoigner, mais en tout cas, en tant que dirigeant, c'est pas évident non plus, refuser le mainstream, refuser la pensée commune, refuser ce qui est généralement entendu par tout le monde. Pas accepter, revendiquer, aller chercher une forme de singularité. Alors, si j'ai bien compris, le marketing, c'est quand même la capacité à se différencier positivement. Donc, de toute façon, la singularité est au cœur même de l'idée de marketing. Mais je crois qu'il faut vraiment ne pas avoir peur d'aller chercher cette singularité. À la fois dans l'histoire de l'entreprise, dans sa culture, dans sa projection, dans ses valeurs. Chercher ce qui, en effet, peut être une voie complètement singulière par rapport à celle du marché, à celle de ses concurrents. Donc pour moi, la première audace pour un marketeur, ce serait vraiment ça, la recherche de la singularité. Et la deuxième audace pour un marketeur, et ça vaut pour bien d'autres choses que des marketeurs, ce serait oser la sincérité. Et ça, c'est le point sans doute, et ça vaut pour le marketing comme pour n'importe quelle fonction dans l'entreprise, et évidemment, ça vaut pour le dirigeant. Oser la sincérité, ça me paraît complètement premier. On ne construit rien si on ne construit pas sur de la sincérité. Prenons l'exemple juste dont on a parlé là dans la demi-heure écoulée, c'est-à-dire l'exemple de l'engagement de l'entreprise. Si vous prenez des engagements de manière non sincère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'optimiser le ratio coût de cet engagement sur combien ça me rapporte en termes d'image et de communication. C'est-à-dire que vous allez faire des choses qui sont bullshit, qui éventuellement peuvent faire leur petit effet à court terme, pour peu que ce soit malin, que ce soit intelligent, que ce soit astucieux, que ce soit un peu innovant. On va dire « Waouh, c'est sympa là ce qu'ils font », mais ça ne passera pas la rampe. Pour faire des choses vraiment profondes, pour faire des choses vraiment durables, pour faire des choses vraiment dans le cœur de l'activité, pour transformer profondément, on ne peut pas le faire si on ne le fait pas avec sincérité. Donc pour moi, oser pour un marketeur, ce serait vraiment ça, ce serait oser la sincérité.